Bonjour à toutes et à tous. C'est le professeur Delfraissy qui le proclame sur tous les médias. L'épidémie de Covid-19 est contrôlée. Ce qui veut dire, dans le langage d'un professeur d'infectiologie prudent, que l'épidémie, du moins en France, est presque terminée. Qui plus est, quand ce professeur est le président des experts qui conseillent notre président, on peut imaginer que la stratégie de déconfinement va s'accélérer dans les jours qui viennent. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les Français, soignants inclus, des soignants épuisés, mais qui peuvent être ravis de leur travail depuis 4 mois. Bien évidemment, des questions majeures restent sans réponse. Pourquoi étions-nous si peu préparés? Pourquoi aucune stratégie ne s'était imposée, comme dans certains pays? Et surtout, quelles seront les leçons tirées pour aboutir à des solutions enfin efficaces? Mais cela, c'est de la politique. Et quand on voit les premiers ratés du Ségur en cours, nous aurons l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, on reste entre médecins pour discuter des certitudes, des incertitudes et des flops. À toutes les étapes de l'histoire médicale d'un Covid, du cabinet du médecin généraliste au service de réanimation. Nos invités sont donc 3 pour symboliser ces étapes. Serge Gilberg est professeur de médecine générale et médecin généraliste à Paris. Le professeur Jonathan Freund est urgentiste à la Pitié-Salpêtrière. Enfin, Élie Azoulay est professeur de médecine intensive et de réanimation à l'hôpital Saint-Louis. À mes côtés, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique. Alors Nicolas, il est temps de faire une synthèse de cette crise que vous n'attendiez pas, ou du moins beaucoup moins intense. Oui, bonjour à tous, bonjour Jean-François. Écoutez, cette maladie avec ce virus nouveau a amené à découvrir beaucoup de choses et en même temps elle est pleine d'incertitudes. Alors on est en pleine fin d'épidémie, vous l'avez dit, mais va-t-elle ressurgir? Sous quelle forme? Avec quelle intensité? Voilà toutes les questions qui se posent. On connaît des choses, il y en a qui sont encore très incertaines, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, on va essayer de découvrir aussi, bonjour messieurs, comment ça s'est passé pour vous. Alors, bien évidemment, vous pouvez chacun intervenir sur ce que vont dire nos invités dans les différentes étapes. On commence avec la médecine générale. Serge Gilberg, bonjour. Vous exercez la médecine générale à Paris, en première ligne et sans protection. Alors, sans protection, oui et non. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans notre cabinet, moi j'exerce dans un cabinet, on est 5 généralistes, il nous restait des masques FFP2 de la crise H1N1, donc on avait cet équipement-là, et puis c'est vrai que quand on a commencé à avoir un peu plus de malades, on n'avait pas de surblouse, on n'avait pas de visière, mais on a rapidement fait appel aux dentistes qui nous ont déposé du matériel et on a été équipés, mais avec un système de débrouille, bien entendu, avant que, sur le plan institutionnel, ça s'organise un peu mieux. Alors le système D, c'est bien, mais imaginez qu'un virus revienne brutalement. Vous avez des stocks maintenant? On a des stocks de masques, on n'a absolument pas de stock de surblouse, on nous en a absolument pas donné. Alors la mairie commence à distribuer un peu de matériel, on a aussi des visières, donc c'est sûr qu'on est un peu mieux équipé, en tout cas organisé. C'est vrai qu'il y a eu la génération des médecins qui avaient déjà connu d'autres crises, le H1N1, et qui avaient prévu d'organiser les cabinets avec un dispositif pour l'accueil des malades suspects et puis la file active des autres patients. On avait déjà cette expérience. D'autres ont été vraiment sidérés par cette épidémie, certains fermant même les cabinets. Et puis d'autres ont fait des centres dédiés en médecine générale pour le Covid, en particulier dans certaines régions de France, s'organisant pour faire que les malades suspects ou confirmés soient vus dans des structures autres que dans les cabinets de médecine générale. Il est clair que pour l'avenir, il faut penser plan blanc, entre guillemets, adapté à la médecine générale, et ce qui pose aussi une autre question, qui est celle de la façon dont la médecine de première ligne a été écartée de la prise en charge du début, mais je pense que c'est un des sujets sur lesquels vous voudrez revenir. Alors, Serge Gilberg, bonjour. Revenons un peu sur la clinique. Concrètement, un médecin généraliste, quand il est dans son cabinet, quelle distinction peut-il faire entre un syndrome grippal tout simple et une infection Covid? Alors, je dirais qu'il y a eu le début, puis il y a eu la suite, parce qu'au début, on avait très peu de données. Les signes comme l'anosmie, l'agnosie étaient plutôt pas décrits. Et ce qui était quand même plutôt identifié, c'est que les signes évocateurs, c'était la fièvre, l'apparition brutale, la toux, éventuellement la dyspnée, même si je pense qu'on a évolué sur la compréhension du mécanisme de la dyspnée, je pense que mes collègues seront probablement mieux placés pour l'expliquer.
Mais donc, c'est vrai que dans un premier temps, c'était un peu difficile de faire la différence, si ce n'est le contexte épidémique. Alors c'est vrai qu'en mars, on avait encore une coexistence de grippe, et on l'a vu dans les analyses du réseau Sentinelle, et de Covid. Très progressivement, il y avait de moins en moins de grippe. Et donc le contexte épidémique, le comptage, fait qu'on pouvait plus évoquer la Covid. Mais c'est vrai que c'était pas si simple, et ne disposant pas de tests au début, avec même en plus la recommandation qui était de ne pas les faire sur les formes simples, de réserver les tests aux patients hospitalisés, on était assez démunis. C'était une médecine extrêmement empirique avec vol à vue. Et concrètement, aujourd'hui, vous faites des tests PCR à tous les symptômes évocateurs, à tous les malades avec des symptômes évocateurs? Alors oui, un, c'est les recommandations. Deux, Vous avez les capacités de le faire? Plus de possibilités de tests. Et sans être quand même complètement polémique, les laboratoires de proximité répondent pas tant que ça à la demande. Ils ont des horaires très particuliers, dans des conditions aussi difficiles parfois. J'ai eu la semaine dernière quelqu'un, on lui proposait de faire un test 4 jours après ma demande, alors qu'on sait qu'en gros, la PCR, il faut la faire dans les 7 premiers jours du début des symptômes. Donc, ce n'est pas si bien organisé que ça, ce recours au test, mais quand même, c'est le jour et la nuit par rapport au début, avec globalement, en se battant, une possibilité d'avoir des tests pour tous les patients qui en ont besoin. Et en médecine générale, quelle est la place des tests sérologiques? Alors, les tests sérologiques, il sait que moi, j'étais dans le groupe qui a fait de la HAS, qui a élaboré les recommandations. Je partage les recommandations de la HAS, qui est que les tests sérologiques n'ont d'indication que lorsque des patients suspects auraient eu une PCR négative, et à partir du 14e jour du début des symptômes, on va éventuellement leur proposer une sérologie. Sérologie qui doit répondre aux normes édictées par la HAS. Et puis éventuellement des patients qui à un moment donné auraient eu des symptômes et n'avaient pas pu bénéficier de la PCR. Pour autant, je pense qu'il y a quand même encore un débat sur la fiabilité des sérologies qui n'est pas terminé. Et la question, c'est à quoi sert de faire une sérologie? On a l'impression qu'il y a une énorme demande de patients parce qu'ils veulent savoir s'ils ont rencontré ou pas la Covid, avec l'idée qu'ils ont envie d'être positifs. De ma carrière, c'est la première fois qu'on voit des patients qui ont envie d'être séropositifs. Donc il y a un phénomène rigolo entre guillemets, mais ils ont envie d'être séropositifs en se disant au moins je suis protégé ou je vais protéger mon entourage, alors qu'on sait qu'il y a une connaissance assez limitée sur le côté protecteur d'une sérologie positive. On ne sait pas s'il y a si les anticorps sont très protecteurs, la durée de protection. Il y a encore une inconnue là-dessus. En attendant les résultats des tests, qu'est-ce que vous prescrivez? Du paracétamol, tout simplement? Alors, en attendant, bien entendu, on est symptomatique. Il n'y a pas aujourd'hui d'indication de prescrire une antibiothérapie en l'absence de pneumopathie. Donc ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Il y a aussi un groupe de travail aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé qui prépare une recommandation pour la prise en charge en ambulatoire, parce qu'on a manqué de recommandations pour l'ambulatoire. Il y a eu un avis du Haut Comité de santé publique dans un premier temps, mais qu'il faut aujourd'hui réactualiser. Donc il faut insister sur le fait que, en première intention, en l'absence de signes de surinfection, il n'y a aucune indication à une prescription d'antibiotiques en ville et qu'on reste symptomatique avec effectivement essentiellement du paracétamol et surtout une surveillance clinique rapprochée, puisque un des marqueurs très importants, c'est la saturation en oxygène. Et on aura peut-être l'occasion d'en débattre, mais je pense que l'idée de dire ne pas aller chez le médecin au début et faites appel à la téléconsultation uniquement, de mon point de vue, représente une erreur. Qu'est-ce que vous pensez de l'opération qui est conjointe avec la CNAM, à laquelle vous participez? C'était la solution appliquée dès le début? Alors, je pense que c'est une bonne solution dans l'idée où on veut repérer ce que tout le monde appelle maintenant des clusters. Donc, c'est à partir d'un cas confirmé, repérer les cas contacts potentiels. Faut-il encore que ça marche et que les gens... Parce que très concrètement, j'ai eu l'appel d'une patiente hier.
qui a déjeuné avec un de ses collègues de bureau, qui a été confirmé PCR+, et il ne l'a pas dénoncé, j'allais dire. Avec, bien entendu, je mets des guillemets à se dénoncer, puisque c'était toute la problématique, c'est dès lors qu'on est confirmé, il faut essayer de tracer les cas contacts. Alors, soit on le fait avec son médecin, bon, cette patiente a eu la présence d'esprit de m'appeler. L'idée de l'opération conjointe avec la CNAM, c'est de pouvoir, entre guillemets, pénétrer dans des milieux difficiles, aller à domicile, faire de l'éducation, montrer les gestes barrières et prélever éventuellement à domicile des gens qui auraient des difficultés à se déplacer. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Alors, les résultats reviennent positifs. Quelle est votre attitude? Vous confinez la personne et vous mettez quel traitement? Alors, oui, on confine la personne. Si la question quel traitement, c'est une question qui nécessite. Enfin, je ne sais pas de quelle réponse vous attendez. Ah non, on reste attendez. sur l'idée d'un traitement. Non, j'attends pas spécialement une réponse. C'est pas spécialement un débat sur le professeur Raoult et l'hydroxychloroquine, mais on a plutôt parlé des anticoagulants systématiques. Dites-moi un mot. Je sais que vous devez discuter de l'hydroxychloroquine avec vos patients, mais il y a quand même d'autres recommandations. C'est celle-là qui m'intéresse. D'accord. Donc, effectivement, on reste sur un traitement symptomatique. La prescription d'anticoagulants, elle peut se poser chez des gens qui sont alités ou à forme très sévère, donc en EHPAD par exemple, des gens à haut risque vasculaire et qui ne bougeraient pas, qui se déplaceraient très peu. Effectivement, il y a une recommandation du Haut Comité de santé publique de l'envisager. On va probablement, dans la recommandation de la HAS, faire cette recommandation-là, mais c'est pour une cible assez étroite. Et je dirais que les gens en forme, qui sont mobiles, à mes yeux, il n'y a pas d'indication aux anticoagulants. Donc, il n'y a toujours pas d'autre traitement que le paracétamol en traitement symptomatique. Et bien entendu, on continue de surveiller une possible apparition de surinfection. Et en cas de pneumopathie, eh bien, il y aura une prescription d'antibiotiques. Et concrètement, vous surveillez comment? Vous rappelez les patients une semaine, 10 jours, 15 jours après? Comment ça se passe? Il y a effectivement, alors d'abord ça va dépendre du tableau et des facteurs de risque. Les patients peu à risque qui ont des formes plutôt simples, ça va être plutôt une surveillance téléphonique. Les patients qu'on sent d'emblée moins bien, on organise une surveillance souvent par infirmier ou infirmière qui passe à domicile 2 fois par jour pour surveiller la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Merci Serge, vous allez passer la main aux urgences, mais avant votre conclusion de professeur de médecine générale. La conclusion, c'est que je pense que les médecins généralistes se sont adaptés. Il y a une enquête qui a montré que très vite, 85% des médecins généralistes ont adapté l'organisation de leur cabinet, alors qu'il n'y avait ni matériel ni recommandation. Ça veut dire que la médecine générale était capable de faire face à cette crise, que je pense que c'était une erreur de l'écarter avant la phase 3 et d'envoyer tout aux urgences. Et le point de vue de notre collègue urgentiste m'intéresse de ce point de vue-là, pour savoir si on a pu avoir des infections entre guillemets nosocomiales par cet envoi massif. Je pense que nous aurions pu d'emblée être associés et pas être exclus, que la recommandation de ne pas consulter puis de faire que de la téléconsultation a fait qu'il y a des gens qui se sont aggravés sans que personne le voie, avec une difficulté à ressentir leur dyspnée. Et quand on les voyait, on avait déjà des saturations très basses, que la première recommandation qui a été d'hospitaliser lorsque la saturation allait en dessous de 90, finalement, on l'a réévalué, cette recommandation, pour dire que c'était dès un passage en dessous de 95 qu'il fallait hospitaliser. Et je pense qu'on aurait été associé au suivi des patients en les examinant, parce qu'il faut les ausculter, il faut prendre leur saturation. On aurait peut-être évité des aggravations aussi importantes qui arrivaient peut-être trop tard à l'hôpital
Et là, effectivement, le point de vue de mes deux collègues m'intéresse beaucoup. Merci Serge. Eh bien, vous êtes tellement clair et brillant comme d'habitude que j'ai plus rien à faire parce que vous avez posé toutes les questions que je comptais poser à Jonathan Freud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des urgences à la Pitié-Salpêtrière. Non, pas vraiment. Non. Je suis responsable de rien, moi. De moi-même, bon, ça suffit. Écoutez, vous travaillez du moins aux urgences de la Salpêtrière. Oui. Voilà, bon. Oui, c'est vrai. Sur quels critères le médecin généraliste devait-il passer la main ? Au départ, comme a dit Serge, il devait passer la main quasiment tout le temps, puisque les conditions de consultation des malades suspects étaient extrêmement difficiles. Il y avait très peu de consultations en présentiel, les médecins n'étaient pas du tout équipés. Donc c'est vrai que pour évaluer un malade, il était très fréquent que les malades soient adressés directement, alors pas forcément aux urgences, parce qu'on avait des circuits dans les différents hôpitaux, mais ils étaient adressés à l'hôpital très vite. Là où peut-être, dans un monde parfait, on aurait pu imaginer effectivement que la médecine ambulatoire puisse jouer un meilleur rôle dans ces prises en charge. Mais vous imaginez un passage direct en infectiologie dans le futur ou toujours un passage aux urgences avec les risques de contamination ? Alors, pour répondre à ce qu'a dit Serge, là, les possibles infections nosocomiales, j'ai pas l'impression qu'on ait vu ça beaucoup. Ce qu'on a vu par exemple pour le MERS-CoV il y a une dizaine d'années, où via un service d'urgence, il y a eu un cluster extraordinaire avec 200 personnes contaminées à cause d'un cas index aux urgences. À ma connaissance, il y a eu très peu de clusters comme ça, d'infections nosocomiales, de contamination aux urgences ou à l'hôpital, entre les malades. Puis déjà, très vite, en fait, à l'hôpital, au bout de quelques semaines à peine, il n'y avait plus que des malades positifs. Donc finalement c'était déjà plié. Oui, donc ça veut dire deux choses. C'est que d'abord, les gens ne sont plus venus aux urgences. Vous avez constaté une défection des urgences ? Oui, ça nous a un peu sauvé la vie. On a perdu quasiment la moitié de notre activité très rapidement, enfin surtout au début du confinement. Et après, on avait quasiment que des malades Covid, effectivement. Et le transport SAMU, c'était trop de précautions. Si on devait recommencer, ça serait différent ? Non, le SAMU, moi, si on me connaît un peu, je suis extrêmement critique constructive, n'est-ce pas ? Je suis extrêmement critique de la prise en charge du préhospitalier en général. Et là, je pense que vraiment, la participation des centres 15 pour orienter, pour aiguiller, puis prendre en charge des malades graves et les emmener directement dans les services, nous a aussi beaucoup aidé à ne pas être débordés aux urgences. Donc là, la participation du SAMU, du centre 15, des SMUR, a été vraiment salutaire dans cette crise. Et c'est vrai qu'ils ont été un pivot de la gestion de la crise. Donc voilà, quand c'est bien, il faut le reconnaître. Vous estimez, vous, que les patients sont arrivés trop tôt ou pas assez tôt ? C'est quoi votre lecture de l'épidémie ? Non, pas spécialement. On avait beaucoup de patients qui arrivaient très tôt dans la maladie et il y a un circuit qui s'est mis en place très rapidement dans l'hôpital de consultation, dépistage. Enfin, très vite, on dépistait pas parce qu'on n'avait pas de test. C'est une surprise pour personne, mais un circuit de consultation ambulatoire qu'on a mis en parallèle des urgences. Donc, un malade venait avec suspicion de Covid ou juste une dyspnée ou autre, il était rapidement constaté à l'accueil des urgences avec une saturation globalement quasiment que ça. S'il ne présentait pas de critères de gravité, il ne mettait pas un pied aux urgences. Donc ça, c'était bien organisé. Alors parlons un peu de physiopathologie. Dans votre expérience aux urgences, la maladie Covid-19, c'est quoi ? Une maladie infectieuse, une maladie pulmonaire, une maladie de la coagulation ? Les trois à la fois ? Pour nous, en tout cas, à la phase initiale, c'est vraiment une maladie pulmonaire. Ces maladies pulmonaires, c'est des malades qui sont monodéfaillants, clairement, qui n'ont qu'une défaillance respiratoire initialement, qui ont des images catastrophiques, hallucinantes au scanner, qu'on ne voyait pas aussi fréquemment et pas aussi étendues d'habitude. Après, évidemment, il se trouve qu'on a découvert sur des séries autopsiques, sur des scanners, qu'il y avait un plus fort risque de phénomènes thromboemboliques, d'embolie pulmonaire ou de microthrombie. Mais ce n'était pas en tout cas la présentation, ça ne ressemblait pas à une embolie pulmonaire. Peut-être que les atteintes pulmonaires étaient dues à des troubles de la coagulation, mais il y avait une atteinte pulmonaire très sévère et ces patients, encore une fois, avaient simplement une détresse respiratoire. Et la place des anticoagulants aux urgences, on en a parlé tout à l'heure en médecine générale, et aux urgences, vous les prescriviez très rapidement ou pas du tout ? Franchement, les anticoagulants, c'est comme l'hydroxychloroquine. On n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de troubles de la coagulation. Alors forcément, on se dit qu'on va mettre des anticoagulants. Nous, on les instaurait pas aux urgences
Les services de médecine dans lesquels on hospitalisait les malades ont fait un peu à leur sauce parce que personne ne savait rien. Donc un coup, ils ont fait d'abord ils ont fait de la coagulation efficace, puis après ils faisaient un entre-deux, genre 2 tiers de dose entre préventif et efficace. Il y a eu on n'a aucune donnée scientifique pour nous dire est-ce qu'il fallait mettre rapidement les gens sous anticoagulants, lesquels il fallait mettre. Et sur une grande série qu'on a faite là, sur 3000 malades, on s'est rendu compte que finalement, en tout cas à la phase aiguë aux urgences, je parle vraiment de la phase initiale, il n'y avait pas de sur-risque d'embolie pulmonaire chez les malades qui avaient un Covid. Donc ça, c'est important. Donc nous, en tout cas, de notre point de vue, phase initiale, pas d'anticoagulants, en tout cas pas en urgence. La place des antiviraux, elle a été extrêmement discutée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a un qui semble apparaître utile? Alors, je ne parle pas de l'hydroxychloroquine, mais le remdesivir, par exemple. Ouais, je pense que je vais laisser plutôt Élie répondre là-dessus, mais pour moi, il est clair que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un médicament qui était vraiment efficace à la phase aiguë d'une infection virale. À ma connaissance, je crois jamais. Donc, c'est pas parce qu'il y a un médicament très cher et sponsorisé à mort par un laboratoire que probablement il marche sur des séries ridicules dans des grandes publications. Donc, c'est clair que vous allez voir que tous les Discovery, Recovery, tous les machinvery vont montrer au maximum un effet à la marge, comme ça a été le cas pour le Tamiflu avec H1N1 et les grippes. On se rend compte maintenant que c'est probablement rien comme effet clinique. Élie Azoulay, vous venez d'être interpellé par votre collègue. Les antiviraux, enfin, c'est une nouvelle molécule dont on parle. Vous êtes aussi dur que lui là-dessus ? Eh bien, bonjour déjà à tout le monde. J'ai l'habitude d'être interpellé, donc je vais répondre comme d'habitude. Il faut bien voir que les interventions spécifiques sur SARS-CoV-2 sont relativement limitées dans leur nombre et que je suis intéressé aussi par ne pas savoir ce qui est blanc ou noir, mais par savoir ce qui a un profil de toxicité intéressant par rapport à un bénéfice potentiel, par rapport à ce qui est beaucoup plus toxique que bénéfique. En termes d'antiviraux, il y a aujourd'hui dans la littérature 2 articles qui sont randomisés, c'est-à-dire où on a un bras traité, interventionnel, et un bras non traité, témoin. Ces 2 articles que je cite sont par rapport à d'autres articles qui ne sont pas positifs, eux sont positifs. Le premier, c'est la combinaison d'interférons ribavirine et l'association lopinavir-ritonavir, donc Kaletra. Et le deuxième, c'est le remdesivir. Le premier article va montrer un critère de jugement qui n'est pas clinique, qui est tout simplement la rapidité de décroissance virale, entre guillemets ce qu'on appelle la clearance. Et ce papier montre qu'il y a une clearance accélérée, mais en aucune mesure, ce papier ne montre qu'il y a un bénéfice à l'échelle clinique. Je vous rappelle que, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, moi je n'ai aucun problème avec les données du professeur Raoult. Il est virologue, il génère des hypothèses et les cliniciens qui font de la recherche clinique et qui incluent les malades dans des protocoles doivent utiliser la recherche à proprement parler, ce qui n'a pas été fait par le professeur Raoult, mais il a généré une hypothèse, ce qui était le cadre de sa mission, à nous ensuite de la vérifier. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée, un point c'est tout. Donc pour revenir sur les antiviraux, donc le remdesivir est en effet la deuxième molécule intéressante qui a donné des résultats intéressants dans Ebola et qui apporte dans l'infection à Covid-19 pour le coup un critère de jugement clinique. Ce critère de jugement clinique est le délai avec lequel vous allez vous améliorer. Et en effet, il y a un bénéfice de 2-3 jours avec le remdesivir. On pourrait discuter des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. On pourrait discuter du contexte dans lequel ça a été fait. C'est une étude internationale dans laquelle ce qu'on appelle vulgairement le SOC, le Standard of Care, c'est-à-dire le traitement de base dans les centres qui ne sont pas traités par les antiviraux et éventuellement variable. Et pour ce qui me concerne, dans le groupe de patients qui est en réanimation, eh bien, il n'y a pas de bénéfice observé. C'est-à-dire que cette accélération de la guérison chez les malades traités par remdesivir n'est pas observée chez les malades qui reçoivent de la ventilation artificielle. Donc, je serais intéressé, ce papier remdesivir s'arrête à J14. Je le trouve intéressant. Écoutez, quand on a des tas d'hypothèses, des tas d'études farfelues sans bras témoins, des tas de choses, on en a une positive, donc je ne la jette pas. Je la regarde comme il faut la regarder. C'est des données à J14. Je serais intéressé par avoir des données plus tardives, à J28. C'est intéressant quand même que ce bénéfice perdure au cours du temps et que ce bénéfice ne soit pas dû au hasard. Donc voilà.
Merci. En tous les cas, Jonathan, vous avez vu, les grandes études publiées dans des grandes revues ont l'air de plaire à votre confrère Élie Azoulay. Je vous ai entendu être un peu plus critique sur le Lancet, par exemple, il n'y a pas très très longtemps à la télévision. Bon, le Lancet, on n'est pas à son premier coup foireux, hein, mais oui, bon, on va pas revenir sur le pipeau de Surgisphère qui a fait retirer donc 2 articles dans le New England dans le Lancet. Donc ça, je pense que on a tout dit là-dessus. Il y a eu 2 études avec des données extrêmement louches qui ont été données. Oui. Oui, non, c'est simplement pour vous dire qu'on parlait des flops et de ce qui devra se passer dans le futur. Il va falloir se pencher sur la publication dans les grandes revues. C'était juste simplement pour dire que c'est pas quelque chose qui. Il faut qu'il y ait au moins un débat là-dessus. Oui, il y a un débat là-dessus. Il faut tout revoir. En temps de crise, il faut revoir tous ces processus de mise en route d'études et de publications, parce que il est clair que là où avant une étude mettait, je sais pas, 2-3 ans entre le début de l'étude et la publication, si ça va beaucoup plus vite, il faut revoir ces processus. Et on n'a pas le temps, les reviewers n'ont pas le temps de vérifier un peu tout. Et je pense que l'étude qui sort faite en 6 semaines sont probablement à prendre un peu plus de manière critique, même si elles peuvent être correctes, que les autres. Je vois Élie qui lève la main. Élie, vous avez levé Je voudrais la main. vraiment insister, je voudrais aller dans le sens de Jonathan sur ce qu'on appelle une grande revue. Une grande revue, c'est une revue qui a des standards méthodologiques de haute voltige, c'est le cas du Lancet, c'est le cas d'autres journaux. Il y a aussi des journaux qui ne sont pas des grandes revues, qui ont des standards méthodologiques de haute voltige. Et dans le contexte Covid, ces éditeurs étaient à la fois surchargés de boulot, à la fois étaient soumis à des articles, on va dire, qu'ils devaient amener à l'évidence beaucoup plus rapidement. Je pense aussi que le Covid a montré que c'était peut-être la fin du concept classique éditorial et des gros journaux. On ferait des vidéos, les chercheurs feraient des vidéos rapides sur leurs données préliminaires à confirmer par d'autres, avec un échange qui ne soit pas centré sur la publication et le factorage des chercheurs. On arriverait à beaucoup plus intéressant. Mais... Oui, Jonathan, un commentaire et on va passer à la suite parce que là, on va rester longtemps sur les revenus. Je vais aller rapidement, mais ce que font d'autres spécialités, la physique, la biophysique, qui effectivement, comme ils ont des délais de publication très longs, ils donnent accès rapidement à leurs résultats grâce au préprint. Là, c'est ce qui s'est passé avec tous les medRxiv et les préprints, sauf que c'est très compliqué. Vous avez 200 papiers qui sont posés chaque jour. Donc d'accord, les gens font des vidéos, partagent leurs résultats, mais comment s'y retrouver là-dedans? Comment avoir une vraie lecture et une vérification de ces données? C'est extrêmement compliqué et ce modèle est à revoir pour les situations de crise. Pour les situations, il faut des données rapidement. Il faut revoir ça et je sais, j'ai pas la solution tout de suite. Alors Jonathan, tant d'un point de vue des études, parfois peut-être précipitées, que de votre expérience, à votre avis, va-t-il y avoir une seconde vague? Doit-on se préparer à cette seconde vague? Ou est-ce qu'on est sur la fin de l'épidémie? D'autant que vous avez pris position très très en amont sur l'absence de cette deuxième vague, ce qui a fait un peu de bruit. On vous écoute. Oui, j'ai des mails signés du 20 avril où j'annonce à tout le monde que clairement, d'après toutes les données qu'on peut avoir cliniques et expérimentales, pour moi, il était clair qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Il y aura peut-être un retour, comme on le dit, à l'automne, à l'hiver, mais sous forme beaucoup moins fort que ce qu'on a connu. Il y aura peut-être des clusters et une circulation à bas bruit, mais là, actuellement, il est évident qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Et par rapport à ce que je disais il y a un mois, ce qu'on commençait à pressentir, mais on disait oui, c'est un peu de la prédiction facile. Là, on voit maintenant avec les données qu'il y a moins de contamination, il y a moins de maladies 3 semaines après la levée du confinement que juste avant la fin du confinement, qui était le moment où on était, où il n'y avait vraiment plus aucune circulation des gens. Donc les chiffres qu'on a aujourd'hui traduisent, donc là on est le 9 juin, les chiffres qu'on reçoit aujourd'hui traduisent éventuellement les contaminations qui ont eu lieu 2 semaines avant. Donc globalement, fin mai, entre mi et fin mai, il y a eu moins de contamination que début mai. Donc ça veut quand même dire que ce n'est pas que la fin du confinement et que l'épidémie en Europe, en tout cas là où il y a eu une première vague, s'arrête. Alors on serait à la fin de l'épidémie. Est-ce que vous voyez désormais arriver les malades à l'hôpital qui avaient un peu délaissé leurs soins? Est-ce que votre activité redevient normale? Oui, tout à fait. Je vais laisser Serge qui veut parler, mais en tout cas pour répondre très vite, la fille a repris comme avant aux urgences, comme il y a 3 mois, comme s'il ne s'était rien passé. Vous avez vu que Jonathan est un excellent animateur, donc je donne la parole à Serge. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être aussi une sous-estimation de la prévalence de l'infection. C'est-à-dire qu'on a fonctionné sur des modélisations
Je pense qu'il y a probablement une sous-estimation du nombre de patients pauci-symptomatiques et asymptomatiques. Nous, on a un projet là, de grande étude de séroprévalence en population. Je crois qu'on a besoin de données de ce type-là parce que on vole un peu à vue, uniquement sur des modélisations et les modélisations, elles ont aussi besoin de données en vraie vie pour être adaptées. Alors Jonathan, on va quitter les urgences pour passer en réanimation. C'est quoi votre critère de passage en réa? Vous envoyez les malades en réa à quel moment? Aux urgences? Oui, ou en règle générale. Ouais, c'était quasiment uniquement basé sur la saturation, parce que les signes de détresse respiratoire, on les voyait pas, parce que les malades ressentaient pas de détresse respiratoire, n'avaient pas de signes, donc on était vraiment quasiment guidé que par la saturation en oxygène ou les gaz du sang. Donc globalement, si on voyait qu'un malade avait besoin d'oxygène au-delà de 4 ou 6 litres pour être au-dessus de 90%, bon après on a modulé un peu les critères d'admission en réa, mais globalement on appelait très vite la réanimation, et ces malades on savait qu'ils pouvaient dévisser très rapidement. Mais là du coup je pense que Élie pourra nous confirmer ça. Alors Élie, vous êtes patron d'un grand service de réa. Vous aviez combien de lits libres avant que le virus arrive? Avant que le virus arrive, il y avait un manque d'infirmiers, donc on avait relativement peu de lits libres. C'était une dizaine de lits le temps que des recrutements infirmiers puissent se faire. Alors pourquoi si peu? Uniquement pour des problèmes de personnel? Parce que sinon vous aviez les lits disponibles. Vous avez dû en trouver combien? Alors, nous avons ouvert 28 lits au moment du pic, et nous avons eu la chance de collaborer aussi avec les anesthésistes réanimateurs qui ont ouvert eux aussi 25 lits, ce qui fait que mon hôpital était à 53 lits de réanimation, contre à peu près 16 lits avant la crise. Ça veut dire qu'il faut au minimum avoir cette réserve dorénavant? C'est clair, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réserve de lits, une réserve de personnel qualifié. Alors nous avons, dans le cadre de la réanimation, formé des médecins qui ensuite sont allés en hémato, en néphro, en pneumo, dans d'autres spécialités, et qui sont des gens qui devraient, et qui d'ailleurs le font, mettre à jour leur connaissance de la réa au quotidien, mais aussi des réserves d'infirmières de réanimation, c'est-à-dire des anciennes infirmières de réa qui travaillent maintenant dans d'autres secteurs et qui sont capables de regérer des malades de réanimation quand il le faut. Il faut des réserves de lits, des réserves de personnel et des réserves de matériel et de médicaments. Tout à fait. Si je vous dis un peu brutalement que la France entière a été confinée pour sauver la face de l'hôpital, vous répondez quoi? Que c'est faux, c'est pas du tout ma perception des choses. Je pense qu'il faut se remettre. On est un siècle après la grippe espagnole, on est à quelques années, 50 ans de la grippe de Hong Kong. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace, il n'y a pas de traitement qui a montré qu'il avait un bénéfice par rapport à rien du tout en ce qui concerne les maladies virales respiratoires chez le non immunodéprimé. Jonathan l'a bien dit tout à l'heure, et en ce sens, ce qui a permis de ne pas déborder les hôpitaux et on a eu la chance de pouvoir faire face, c'est que les citoyens aient pu être confinés. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, vous n'êtes pas d'accord, sauf qu'on aurait peut-être pu confiner par région et non pas confiner la France entière? Alors, on aurait pu faire des tas de choses. En effet, confiner par région et par la France entière, etc. Je vous rappelle que il y a vraiment une étude épidémiologique qui a comparé la France à l'Allemagne et qui montre que la petite différence, elle est quand même probablement liée au cluster dans le Grand Est initialement, et que ça a permis de faire basculer avec un facteur exponentiel le nombre de cas. Je pense qu'à posteriori, on peut avoir des tas de très bonnes idées. Il a fallu, en tout cas, dans l'urgence, se mettre dans une possibilité d'admettre tous les malades en transférant en province, en transférant dans le privé, en sollicitant un peu tout. J'ai tendance et nature à regarder ce qui a été fait et ne pas regarder ce qui n'a pas été fait. Alors Élie Azoulay, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en cas d'hypothétique seconde vague, l'hôpital est prêt, les procédures sont prêtes, l'organisation est prête? Non, je ne considère pas que l'hôpital est prêt et que l'organisation est prête. On sera là et on sera présent et on répondra présent avec les généralistes, avec les urgentistes, avec les autres spécialités médicales qui prennent en charge ces malades en amont ou en aval dans l'hôpital. On sera là.
Bon, cette seconde vague, même si elle existe dans certains pays et que, d'abord, elle a en capacité, en nombre, elle sera plus basse et en gravité, elle sera plus basse aussi. Il n'y a pas que la sérologie qui montre que les patients ont une protection anti-SARS-CoV-2, il y a aussi des protections croisées, il y a des hypothèses qui sont générées. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, mais un certain nombre d'hypothèses qui sont concordantes. Au demeurant, je ne pense pas qu'on arrivera au même chiffre. Et non, l'hôpital n'est pas prêt à faire face à nouveau. Les personnels sont fatigués, les personnels sont, pour certains d'entre eux, exaltés. Et je pense qu'on aurait vraiment besoin de calme plutôt que de la tempête. Alors, on a vu que cette épidémie était l'occasion de voir beaucoup les réanimateurs. Est-ce que votre spécialité a beaucoup évolué sur cette maladie durant toute l'épidémie ? Vous avez appris beaucoup de choses. Ma spécialité est née en Europe dans les années 50 au moment de l'épidémie de poliomyélite et très vite elle a basculé sur l'utilisation des techniques de réanimation pour les maladies graves au sens très large, qu'elles soient médicales, post-opératoires ou liées à des accidents traumatologiques, hémorragiques, etc. Donc c'est une spécialité qui fait face, je dirais, de façon relativement polyvalente à la demande de soins critiques. Est-ce qu'elle a évolué ? Écoutez, il n'y a pas besoin qu'on nous voit à la télé pour qu'on puisse évoluer. La réanimation en France a pignon sur rue depuis de nombreuses années. La France et le Danemark étaient vraiment les précurseurs des techniques de réanimation. La réanimation est aussi relativement centrale dans les hôpitaux en France. On travaille avec les urgences, avec les spécialités médicales et pour l'amont et pour l'aval. Et vous avez raison, le grand public n'avait pas une notion très claire de ce qu'était la réanimation par rapport à ce qu'on peut voir dans la série Urgence sur les malades aux urgences, au bloc opératoire ou tout ça. Donc oui, on a été vu, les gens ont vu qu'il y avait une structure dans l'hôpital qui permettait de passer le cap avec des techniques artificielles, mais je crois que ce qui a été vu surtout, c'est une énorme solidarité avec la médecine de ville, avec les urgences, avec les autres spécialités hospitalières. Donc je pense que c'est un ensemble qui a été vu. J'espère que nous avons été vus comme un groupe et un groupe de médecins et de paramédicaux engagés pour faire face à la crise. Ça, vous parlez de l'image un peu grand public de la réanimation. Là, on est entre médecins, c'était plutôt de dire comment a évolué la réanimation pendant l'épisode Covid. Par exemple, vous avez intubé beaucoup de moins, vous avez ventilé de façon différente. Vous avez quand même mis des procédures aujourd'hui qui sont au point si demain des Covid devaient revenir. Alors, soyons très francs. Nous sommes arrivés après la Chine et l'Italie, donc on avait des informations. 3 informations principales. Elles ont déjà été citées par Serge et par Jonathan. Premièrement, le Covid-19 n'est pas une maladie primitivement pulmonaire. C'est une maladie généralisée qui agresse les épithéliums et les endothéliums, nous sommes entre médecins, et qui va faire dans un premier temps une pneumonie virale en bypassant, en shuntant l'immunité antivirale, et dans un deuxième temps, un rebond inflammatoire lié à un orage cytokinique qui va abîmer tous les organes. Nous avons les malades soit initialement sur la pneumonie virale, soit secondairement sur le rebond, soit un peu plus tardivement parfois sur des surinfections. Cette maladie-là n'est pas primitivement pulmonaire au point que, ça a été très bien dit, les malades, pour savoir s'ils ont besoin de réanimation, il faut mesurer la saturation, il faut mesurer la fréquence respiratoire, parce que, en fait, la détresse respiratoire n'est pas au premier plan. Très peu de malades avaient un choc ou une insuffisance rénale qui faisait qu'ils arrivaient en réanimation comme ça au tout début. En effet, il fallait les monitorer de façon très particulière. La saturation en ville, la saturation aux urgences et la saturation pour l'admission en réanimation. Donc nous savions que c'était une maladie générale. Deuxième chose, les collègues italiens, eux, avaient utilisé des techniques, ils ont été débordés très franchement par rapport à nous, et ont utilisé des techniques de ventilation et d'oxygénation non invasive au-delà de ce qui était craint, et donc nous avons d'emblée utilisé l'oxygène à haut débit humidifié réchauffé, et pour certains patients, la pression positive, la CPAP comme on dit, sans beaucoup craindre la contamination, tout simplement parce que nous étions équipés en matériel de protection, en FFP2, et que grâce à ça, on a ces données-là aujourd'hui. Les services ayant utilisé les techniques de ventilation non invasive n'ont pas été plus contaminés que les services qui ne les ont pas utilisées.
Et puis pour finir, vous parliez des choses spécifiques, on a parlé des anticoagulants. Et Jonathan l'a très bien dit, aujourd'hui, il n'y a pas la preuve que les anticoagulants apportent un bénéfice. Cependant, il y a deux aspects pour voir les choses. La première, c'est si j'étais dans le désert et que j'avais le Covid, de quoi aurais-je besoin à part d'oxygène? Je vous dirais très probablement d'anticoagulants et un petit peu de corticoïdes dans ma poche. La deuxième chose, c'est qu'il y a très clairement une maladie microvasculaire qu'on voit cliniquement, c'est un tableau de fuite capillaire, mais qu'on voit aussi malheureusement pour les patients qui sont décédés, on voit dans une altération avec une agression épithéliale et endothéliale, des dépôts de fibrine, de la thrombose, mais aussi de la macrothrombose, donc microvasculaire et macrovasculaire, ce qui invite très franchement, alors je ne parle que de ce que je connais, je pense qu'en effet, en amont de la réanimation, il y a encore moins de preuves, mais pour la réanimation, il y a des recommandations qui ont été faites et je les trouve relativement cohérentes, c'est-à-dire de donner une prophylaxie adaptée au risque. Et donc nous avons été soit sur des prophylaxies de haut risque, soit sur des traitements anticoagulants efficaces, même en dehors d'embolie pulmonaire documentée. Messieurs, ça fait 41 minutes que nous discutons. Une dernière question de Nicolas et je vous demanderai chacun 1 minute pour conclure. Nicolas ? Alors, on a entendu parler à un moment de l'épidémie de la sérothérapie, notamment dans le cadre de l'aggravation de la maladie. Où en est-on sur la place de la sérothérapie? On n'en entend plus parler depuis quelques semaines. Alors, le sérum de plasma convalescent donc, confère une immunité passive sur SARS-CoV-2. Nous l'avons fait pour quelques patients. Il y a aujourd'hui des données de faible niveau de preuve qui montrent qu'il y a une relative innocuité de la technique, mais aussi certaines données d'efficacité. Il y a quelques papiers publiés et des expériences d'équipe. Il y a 2 études françaises qui sont en cours d'être terminées pour être soumises pour publication. Le concept est très séduisant. Il a d'ailleurs été utilisé dans Ebola, il a été utilisé dans d'autres maladies virales. C'est en fait le transfert d'anticorps anti-SARS-CoV-2 à des malades pour les aider à accélérer la clearance virale. Et ces données-là montrent en effet qu'il y a une diminution de la clearance virale, mais aussi une amélioration respiratoire. Qu'il y ait un haut niveau de preuve sur cette technique, je dirais, est à la fois on ne l'a pas, il n'y a pas de haut niveau de preuve. Je ne vous dirais pas qu'il faut le faire. Nous l'avons fait pour des malades très sélectionnés. Comme on sait que le portage viral est à peu près de 12 jours, on sait aussi qu'il est prolongé chez les personnes les plus âgées, qui ont une immunité T altérée, les personnes immunodéprimées et certains cas de figure, eh bien, d'accélérer la clearance virale est vraiment très intéressant pour limiter les lésions pulmonaires et raccourcir la durée de la maladie. Donc c'est vraiment une piste intéressante pour laquelle le niveau de preuve est faible. Alors, c'est difficile de faire un débat quand effectivement tous les participants sont restés dans leur bureau. Ça va changer, j'espère la prochaine fois vous recevoir tous dans notre studio. Mais c'est pour ça que j'aimerais vous faire chacun une conclusion en sachant que vous représentez vraiment une formidable équipe qui va de la médecine générale jusqu'à la réanimation. Et c'est ça que je voulais illustrer aujourd'hui dans cette émission. On commence avec vous. 1 minute pour conclure. Serge. Ben effectivement, chacun a tenu sa place là où on avait besoin des professionnels. La médecine générale, je pense, a tenu toute sa place à toutes les phases et elle continue maintenant pour les patients qui sont encore suspects de Covid. On a encore une fois commis l'erreur d'écarter au début la médecine générale de la crise, comme on l'avait fait pour la vaccination au moment de H1N1. Alors qu'on a les capacités d'adaptation. Il faudra en tenir les leçons pour la suite. Pour autant, il faut effectivement préparer des plans pour avoir le matériel, que l'organisation soit hiérarchisée pour que les patients, en fonction de leur niveau de gravité, bénéficient des soins les plus adaptés, sans engorger l'hôpital. Parce que finalement, bien sûr, à un moment donné, il n'y a peut-être pas eu cet engorgement parce que les patients ont cessé d'aller à l'hôpital, mais je crois qu'on courait un énorme risque de dire ne faites qu'appeler le 15 et qu'il faudra en tirer les leçons. Merci Serge. Jonathan.
C'est difficile parce que j'ai envie de rebondir sur ce que dit Serge. C'est vrai que moi aussi, je trouvais ça dingue de dire qu'il faut appeler le 15 et non pas appeler ces généralistes en donnant aux généralistes les moyens de prendre en charge les malades. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Outre ce que vous soulignez tous, qu'on doit retenir évidemment la symbiose entre nous tous, entre la médecine générale, préhospitalière, urgence, réanimation, tout ça, c'était formidable. Si je parle simplement de mon point de vue, donc des urgences, tout le monde sait les conditions dans lesquelles on travaille et nos revendications depuis à peu près, 2000 ans. Et là, pour une fois, pour la première fois quasiment de notre vie, on a eu l'impression de faire exactement le boulot qu'on devait faire sans avoir les problèmes annexes, sans avoir les malades de faible gravité qui auraient dû être pris en charge en ambulatoire, sans avoir de problèmes pour l'aval et des patients fragiles qu'on doit parquer dans des couloirs sur des brancards, etc., etc. Donc on a eu l'impression de pouvoir faire notre travail dans des conditions rêvées. Et évidemment, 3 jours après la fin du confinement, tout est terminé et rien ne va changer. Merci pour votre passion et votre franchise. Je pense que ça va changer. Du moins, on sera un certain nombre à faire en sorte que ça change, du moins des médias comme le nôtre. Merci en tous les cas de votre participation. Professeur Azoulay, vous allez avoir la redoutable charge de la conclusion finale. 1 minute. Conclusion très facile. Non pas ça va changer, mais ça doit changer. L'épidémie a vraiment sévi sur un hôpital qui était vraiment laminé par des politiques de santé qui nous ont amenés à vraiment faire face dans des situations difficiles. Nous serons toujours là, mais franchement, il faut nous aider un petit peu plus. La deuxième chose, c'est une formidable entente et organisation médicale à l'intérieur de l'hôpital, très bonne collaboration avec les administratives, très bonne organisation au sein des différentes spécialités, et on a énormément appris sur ce qu'on pourra faire mieux, tant pour l'organisation des soins que pour l'organisation de la prise en charge des malades. Et puis je voudrais finir pour dire que c'est absolument pas l'heure de faire le bilan négatif de tout ça, mais sur la situation d'avant, il faut qu'aujourd'hui l'hôpital puisse faire face à ce qui va arriver demain, et il n'y aura pas de deuxième vague probablement, il n'y aura pas non plus de coronavirus en grand nombre, mais en tout cas il y aura d'autres choses, et on n'est pas dans une politique de fermeture de lits, on doit réfléchir à être d'abord en capacité de faire face, mais aussi d'avoir des réserves. Il faut que l'hôpital ait plus de réserves, et pour ça, il faut penser différemment à la médecine publique. La seule chose de laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est le fait que ce ne soit pas l'urgence. Je pense que c'est précisément maintenant qu'il faut tirer les conclusions. Si vous les tirez trop tard, plus personne ne se souviendra de rien. Et on voit d'ailleurs que la façon très négative, comment s'organise ce Ségur, ou alors ça a l'air de mal se passer, alors que c'est précisément maintenant qu'il faudrait tirer toutes ces conclusions-là. En tous les cas, je vous remercie tous les trois. Vous étiez des invités exceptionnels de cette émission. Nicolas, je vous laisse refermer l'émission. Tout d'abord, merci à vous trois. On a vu dans cette crise Covid une mobilisation générale en termes de prévention, une mobilisation générale en termes de système de soins. Et les maladies chroniques méritent autant que les maladies aiguës cette même approche. Ça, c'est ce qu'il faudra travailler à l'avenir. Et puis la fois prochaine, ça sera un autre sujet, un sujet de vacances, puisque nous allons parler de santé et la préparation des vacances et de sa bonne santé pendant les vacances. On oublie le Covid, donc je suppose bonne santé pendant les vacances. On bouge, on se nourrit sainement et on a des relations entre nous qui soient épanouies. Voilà. Cette émission est terminée. On se retrouve pour les jeudis de la formation en septembre. En attendant, profitez bien.